Bonjour et rebonjour, je réponds au nom de Jasgamna Duvalier. Je suis enseignant d'histoire, j'enseigne également les relations internationales, j'enseigne aussi l'histoire de la pensée économique et toute autre discipline parallèle. Alors, je profite de cette occasion pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de lever l'équivoque sur un aspect, c'est-à-dire l'une des thématiques les plus zouleuses, en l'occurrence de la civilisation égyptienne dans sa spécificité et la civilisation africaine dans sa globalité. Alors, tant de salive, tant d'encre ont coulé pour essayer de démontrer l'influence de l'Égypte sur la pensée grecque, même en l'occurrence de l'égyptologue Sonoron, qui s'était prononcé sur cette thématique étant controversée. À parcourir les anciens textes grecs, l'on ne peut se défendre de l'idée ou soit de soustraire de l'idée qu'aux yeux de ces vieux auteurs, l'Égypte était bel et bien le berceau de la sagesse, le berceau de la science. Parce qu'en réalité, bon nombre de savants ou encore philosophes hellènes ont traversé la mer pour se rendre en Égypte afin de se faire initier à de nouvelles sciences. L'auteur, en l'occurrence de Sonoron, que nous avons eu la présence d'esprit d'idée de souligner son nom au prélude de nos propos, aborde la liste de tous ces pionniers de la civilisation grecque et de la science qui allaient premièrement comme des disciples puisèrent dans la source vivifiante de la vallée du Nil les connaissances égyptiennes, retournèrent chez eux et se vantèrent d'être en tout cas ceux-là qui ont initié ces nouvelles connaissances. Mais je vais tout simplement vous faire savoir une chose. La longue liste de tous ces pionniers qui étaient tantôt des maîtres et des savants ne fait tout simplement que remonter à la surface la gigantesque influence de l'Égypte sur la pensée grecque. Même Pythagore, Platon autant pour moi, qui avait relaté dans le Timée le voyage de Solon, qui était un personnage historique. Il dit Solon s'est rendu auprès des prêtres saïs et également les conquêtes que Solon avait entreprises auprès des prêtres égyptiens. Lors des interactions entre Solon et les prêtres égyptiens, les prêtres égyptiens se sont rendus compte que, en réalité, les Grecs qui allaient étudier dans la généralité Solon dans sa spécificité, étaient vierges d'esprit, n'avaient pas une connaissance très approfondie et traditionnelle de l'Antiquité et aucune notion blanchie par le temps. Même Thalès de Milet se rendit en Égypte pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire initier à de nouvelles sciences. C'est-à-dire il apprit la géométrie, il apprit également l'astronomie. Il est d'ailleurs l'un des premiers savants à calculer, n'est-ce pas, une période d'éclipse. Mais nous devons savoir que l'initiation de ces jeunes Grecs ne se fit pas en étant record, ne se fit pas sur le champ. Quelquefois, ils durent attendre pendant des années, je dirais tout simplement une bonne durée de leur vie avant de se faire ouvrir le chemin du savoir. Et nous devons aussi retenir que le corps sacerdotal égyptien qui détenait le savoir le garda jalousement et n'accepta de le dispenser que de façon très parcimonieuse qu'aux individus qui, après avoir subi une longue série d'épreuves et s'en étaient révélés dignes. Lorsque d'ailleurs Pythagore, conseillé par Thalès, se rendit en Égypte, il apprit aussi la géométrie et il fut également en but à cette difficulté, tout comme ceux qui l'ont précédé. Autrement dit, Pythagore était aussi exposé à un certain nombre de difficultés. Porphyre, par exemple, qui vécut entre 233 et 304, relate tout simplement le voyage de Pythagore, où il dit tout simplement que Pythagore a été reçu par le roi Amasis, le roi d'Égypte, entre 568 et 526. Quand je parle de roi Amasis en Égypte, peut-être que ça va être à la grande stupéfaction de beaucoup de gens, mais vous devez savoir que l'histoire de l'Égypte ne commence pas tout simplement avec la période pharaonique, mais il y avait une période appelée période pré-pharaonique où régnaient les rois. Et donc c'est la raison pour laquelle
Pythagore, maintenant, comme le relatait Porphyre, avait été reçu par le roi Amasis et il obtint de ce roi les lettres de recommandation auprès des prêtres d'Héliopolis. Les prêtres d'Héliopolis, à leur tour maintenant, ont décidé de renvoyer Pythagore et ses lettres de recommandation aux prêtres, n'est-ce pas, de Memphis. Les prêtres de Memphis, à leur tour, ont décidé de renvoyer Pythagore aussi, avec ses lettres de recommandation, auprès des prêtres de Diospolis, c'est-à-dire de Thébès. Toutes ces tractations avaient pour objectif de décourager Pythagore de sa quête ou soit de son entreprise. Les prêtres égyptiens crurent tout simplement évincer le nouveau recrue dans leur sanctuaire, tout en le soumettant ou l'amenant à exécuter des ordres hors normes qui ne corroboraient pas aucunement avec l'éducation hellénique. Mais étant zélé, Pythagore exécuta avec zèle toutes les tâches qu'on lui confiait. Et à la finalité, ce dernier obtint considération des prêtres égyptiens qui ont décidé de lui accorder des crédits et le permirent même jusqu'à aller offrir des sacrifices à leur Dieu, chose qui n'a jamais été accordée d'ailleurs à un étranger. Pour un autre biographe, Pythagore aurait passé 22 ans dans les temples égyptiens pour apprendre tout simplement la géométrie et surtout l'astronomie dans les sanctuaires égyptiens durant toute la durée de sa vie en Égypte. Et oui, effectivement, Pythagore acquit la science auprès des prêtres de Thébès et de Memphis, science pour laquelle on le considère comme un savant, allant jusqu'à intégrer même dans son propre enseignement ce qu'on appelait des méthodes symboliques et mystérieuses dont les prêtres eux-mêmes, paraît-il, étaient coutumiers. De ce qui précède, ou soit de tout ce que nous avons eu à souligner, tiré de Porphyre, présente un intérêt dans la mesure maintenant où cela reflétait l'état d'esprit de ce qui devait être le socle sacerdotal égyptien qui adoptait de telles attitudes en général à l'égard des nouveaux initiés. Nous allons essayer de lever l'équivoque, pourquoi pas un tout petit peu sur la faiblesse de la civilisation égyptienne. Oui, faiblesse se situe à quel niveau? La faiblesse se situe maintenant au niveau où la science était gardée jalousement par les prêtres égyptiens. Et cette science n'a pas pu pénétrer profondément l'esprit du peuple qui ne recevait que des enseignements exotériques. Le savoir, en un mot, était si précieux aux yeux du prêtre égyptien qu'il décida tout simplement de le garder et de l'étendre tout simplement à ceux qui sont privilégiés, au lieu d'agir, ou plutôt d'agir comme son homologue grec qui n'a pas eu peur de ventiler cela au niveau du peuple afin de pouvoir se rabattre la clientèle. Toutes ces dispositions d'âme du prêtre égyptien étaient totalement à l'inverse de celles du péripatéticien et démontrent à suffisance les difficultés auxquelles sont exposés Pythagore, Platon, Eudoxe et tant d'autres avant d'accéder à la connaissance ou soit à la science égyptienne. Parcourir des contrées comme le faisaient les maîtres conférenciers grecs afin de pouvoir rabattre la clientèle est un trait caractéristique et unique de la culture hellénique. Mais ce qui est frappant et ce qui est paradoxal, c'est que aucun nom d'un savant égyptien n'est survécu. Alors que la quasi-totalité des savants grecs qui sont passés à la postérité, s'attribuant les mérites, les innovations, soit encore les découvertes de leurs maîtres égyptiens anonymes. Hérodote l'avait aussi décrit dans ses écrits en parlant plus précisément de Pythagore qui se faisait passer pour le détenteur ou l'inventeur des idées de ses maîtres. Les Égyptiens avaient, autant pour moi, les Grecs avaient adopté une attitude plutôt inverse. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, les prêtres, les Grecs ont commencé par organiser des conférences publiques, faire des propagandes afin de pouvoir recruter les disciples ou encore recruter les élèves qui souvent les rémunéraient.
Ce qui importe ici, c'est de passer tout simplement en revue les anciens disciples célèbres des Égyptiens. Diodore qui relate que Onopide avait appris plusieurs secrets, en l'occurrence du fait que le soleil était en marche oblique. C'est-à-dire que le soleil se dirigeait en sens contraire aux autres astres. Il y a Démocrite qui passa presque 5 ans auprès des prêtres égyptiens pour apprendre, n'est-ce pas, la géométrie et également l'astronomie. Et Platon, Eudoxe avait pratiquement passé 13 ans auprès des prêtres égyptiens pour se faire initier à la géométrie, à la théologie et également aux autres sciences qui les rendirent célèbres. Ce qui est paradoxal, de nos jours, quand l'on parle ou fait l'éloge de Platon, l'on oublie carrément les stages que même les Grecs les plus chauvins, comme Strabon, n'ont pas eu froid aux yeux de les souligner. En des termes un peu plus clairs, toute la philosophie de Platon, comme l'avait démontré Amélino, plonge leurs racines dans la cosmogonie égyptienne, de même que la pensée mathématique de Platon et d'Eudoxe. En réalité, les Grecs ne se sont pas contentés tout simplement de puiser les connaissances des Égyptiens, mais ont tout simplement décidé de les acclimater